Merci d'avoir bien voulu me recevoir chez vous. Et donc, je voudrais savoir, donc, pendant la guerre de libération, d'abord, que faisiez-vous professionnellement? Vous étiez où? Vous viviez où? Oui, j'étais professeur d'histoire. Je l'ai été pendant toute cette période. J'ai été 20 ans, pendant 20 ans, j'ai été prof de lycée à Marseille, puis à Paris, entre 53, 54 et 74. 20 ans dans le secondaire, comme on dit. Puis j'ai été 20 ans dans le supérieur, à l'université Paris 7, entre 74 et 95. 20 ans à peu près d'université. J'enseignais l'histoire, c'est-à-dire qu'au lycée j'enseignais surtout des classes terminales, c'est-à-dire l'histoire la plus contemporaine, le XXe siècle, y compris le colonialisme, la décolonisation, des choses comme ça. Et à l'université, j'enseignais à la fois l'histoire du XXe siècle et puis ce qu'on appelle l'épistémologie de l'histoire, c'est-à-dire la réflexion générale sur l'histoire, les généralités sur l'histoire. Et comment en êtes-vous donc arrivé à travailler avec le FLN? Oui, c'est une histoire un peu compliquée, c'est un cheminement à la fois intellectuel et politique. Cheminement intellectuel, c'est que je m'intéressais beaucoup à ce qu'on commençait d'appeler le tiers-monde. Le tiers-monde, l'expression de tiers-monde est apparue en 1955 à peu près. Donc je m'intéressais beaucoup aux questions coloniales, au colonialisme, et en particulier à l'Afrique du Nord, qui était si proche et si lointaine, en même temps, si particulière pour un Français. Ça, c'est la raison intellectuelle. Puis il y a une raison politique, c'est que j'ai été communiste. J'ai été communiste essentiellement parce que j'ai été contre la guerre d'Indochine, la première guerre d'Indochine, celle qui a duré de 1946 à 1954. Et j'ai atterri au Parti communiste vers 1948. Alors entre 1948 et 1956, j'étais membre du Parti communiste. Et j'ai quitté le Parti communiste en 1956 parce qu'il y a eu les pouvoirs spéciaux en mars 1956, votés par l'ensemble des députés pratiquement, sauf l'extrême droite, mais votés par les communistes. Les communistes ont voté les pouvoirs spéciaux qui donnaient tous les pouvoirs à l'armée en Algérie et qui a conduit en particulier à la mise en œuvre systématique de la torture. Alors ça, je n'ai pas accepté les pouvoirs spéciaux, j'étais déjà plus ou moins critique à l'égard de la ligne du Parti communiste, et là je ne l'ai pas accepté. Alors je n'ai pas repris ma carte du Parti communiste en 1957. J'ai fait ensuite l'expérience des groupuscules d'extrême gauche, notamment d'un petit parti qui existait à l'époque, qui s'appelait l'UGS, l'Union de la gauche socialiste, dont j'ai été le militant et même le dirigeant, puisque j'étais secrétaire fédéral des Bouches-du-Rhône. C'était un petit parti dans ces années-là, c'est-à-dire après 1956. Et puis finalement, en 1958, au moment du coup d'État d'Alger, du coup d'État militaire qui a permis à De Gaulle d'arriver au pouvoir, de revenir au pouvoir, à ce moment-là, j'ai considéré, comme beaucoup d'autres démocrates français, que la légalité républicaine était violée, qu'il n'y avait aucune raison de respecter la légalité de la guerre d'Algérie, dès lors que cette légalité républicaine était violée par les militaires français eux-mêmes. Dès lors que les militaires faisaient des putschs, faisaient des coups d'État, il n'y avait aucune raison de rester à cheval et de respecter la légalité et le vote des députés ou des électeurs. Donc j'ai adopté à partir de 1958 une attitude politique beaucoup plus illégale, illégaliste, non légale, ce qui m'a mené automatiquement à me poser la question de l'aide au FLN. J'ai aidé le FLN à partir de 1958 parce que je considérais que les Algériens avaient raison de se révolter et parce que je considérais aussi que nous avions tort, nous Français, de les combattre. C'est pour ces deux raisons-là. Ils ont raison de se révolter, nous avons tort de les combattre. C'est pour ces deux raisons-là que j'ai aidé le FLN. Voilà l'ensemble des raisons très schématiques, intellectuelles et politiques de mon engagement à l'égard du FLN. Je précise que cet engagement a été de tous les instants, mais en même temps, j'étais pas clandestin, j'étais pas permanent des réseaux de soutien. Il y a des militants des réseaux de soutien qui ne faisaient que ça. Moi, j'ai toujours été professeur. J'ai toujours été professeur dans mon lycée à Marseille. Donc, entre 58 et mon arrestation en 61, entre 58 et 61, on pouvait me trouver là où j'habitais légalement. Et là où j'exerçais légalement mon métier de professeur.
ce qui posait des problèmes, et posait des problèmes aux Algériens, puisque les Algériens n'avaient pas intérêt à me fréquenter beaucoup, si j'ose dire, puisqu'il y avait un risque supplémentaire, étant donné que mes activités étaient connues, et mes opinions politiques étaient connues. Et concrètement, donc, quelle a été votre aide sur le terrain? Comment... Toutes les formes d'aide, à part une sans doute, mais la question ne s'est pratiquement pas posée. Le problème, c'était celui de l'action armée du FLN en France. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais ça a failli se produire, puisqu'en 1958, au moment où j'ai décidé d'aider le FLN, il y a eu l'affaire de Mourpiane, c'est-à-dire les réservoirs d'essence près de Marseille qui ont flambé. Et c'était le FLN qui avait mis le feu. Donc ils auraient pu continuer dans cette voie et porter la guerre en France, comme il disait. Il n'y avait aucune raison morale ou politique d'être contre, mais il y avait une raison pratique. C'est-à-dire que les forces du FLN en France étaient trop faibles, y compris du côté de leurs amis français, pour autoriser une stratégie aussi difficile, aussi aventureuse, aventuriste. Donc le problème de l'aide directe à l'action armée du FLN ne s'est pas posé pratiquement. Mais ce qui s'est posé, c'est le problème de l'hébergement, le problème du transport de fonds, puisque la Fédération de France du FLN collectait des cotisations qui allaient ensuite en Suisse, en Belgique, en Allemagne et puis en Tunisie, et qui servaient à acheter des armes et à entretenir l'armée des frontières, l'armée de Tunisie et celle du Maroc. Alors il y avait toute cette activité d'hébergement et de transport. Il y avait une activité un peu plus intellectuelle qui consistait à éditer, à reproduire certains textes FLN, notamment l'édition du Moudjahid qui paraissait à Tunis, l'édition en français, ou des tracts du FLN. Là, on les aidait aussi dans ce domaine. À partir de là, à partir de l'aide directe au FLN, on a fait autre chose, c'est-à-dire qu'on s'est posé nous-mêmes comme force politique française. C'est-à-dire qu'on a eu des organes clandestins, des bulletins clandestins et des rudiments d'organisation qui se sont appelés Réseau Janson, Réseau Curiel, Jeune Résistance, Mouvement anticolonialiste français, des organisations et des groupes qui voulaient manifester que leur action, c'était pas une action à la solde d'abord de fait et aux ordres du FLN, mais que c'était une action proprement politique française. On en vient donc à Lunette. D'abord, connaissiez-vous son vrai nom, son véritable nom? Bien sûr que non. À cette époque-là, non. Je le connaissais sous plusieurs pseudonymes. Il y avait Lunette, qui était très employé dans le milieu algérien, j'ai l'impression. Nous, on l'appelait Maurice, principalement. Je l'ai connu également sous le nom d'André. André, Maurice, Lunette, oui, au moins ces trois noms-là. Surtout Maurice. En tout cas, avec dans le milieu français, le milieu des aides français du FLN. Vous rappelez-vous avec exactitude le jour où vous l'avez connu, enfin, à quelle occasion? Je ne me souviens plus de la première rencontre précise, mais j'ai le souvenir de nombreuses rencontres. Il y avait deux choses très différentes dans ces rencontres. Il y avait des problèmes pratiques, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un hébergeur de plus. Et il y avait un hébergeur qui, semble-t-il, avait été repéré, ou qui ne pouvait plus, pour des raisons personnelles, héberger de responsables algériens. Donc il fallait le remplacer. Il fallait trouver un transporteur pour porter de l'argent à Paris, en voiture, en train, etc. Il y avait des problèmes pratiques. Il y avait des problèmes politiques, et c'était le plus intéressant, en un sens. Problème politique, par exemple, sur l'action directe en France, on pouvait vaguement, on pouvait ébaucher de vagues discussions avec les responsables algériens. Ils n'étaient pas toujours très informés eux-mêmes, hein, ce qui limitait naturellement la portée de ces conversations. Mais je me souviens d'avoir parlé avec Maurice de sujets plus culturels, si j'ose dire. Par exemple, l'islam et la vigne. La principale ressource d'Algérie à l'époque, c'était pas encore le pétrole. Le pétrole a été découvert à partir de 56, 57, 58. Et d'ailleurs, ça a été une catastrophe. Il
puisque pour les Français, à la limite, l'Algérie ne comptait pas, mais ce qui comptait, c'était le pétrole. Donc ce qu'ils voulaient, c'est conserver le pétrole, conserver le Sahara, avec un couloir pour le pétrole. Et dans les négociations qui ont commencé à partir de 60-61, cette question du pétrole du Sahara a été fondamentale. Mais avant que l'affaire du pétrole ne devienne fondamentale, il y avait la vigne qui était la principale richesse de l'Algérie, dans un pays où les gens ne buvaient pas de vin, ils ne consommaient pas d'alcool. Donc je me souviens d'avoir discuté longuement avec Maurice sur ces problèmes-là. Problème de l'islam aussi, problème de l'économie algérienne, problème de l'immigration en France aussi, quel était l'avenir de l'immigration. Dans son cas personnel, il était contre, je veux dire qu'il ne se voyait pas immigré algérien en France à perpétuité. Il était venu en France pour travailler, comme beaucoup d'autres, pour gagner sa vie. Mais il n'était pas venu, une fois l'indépendance obtenue, il n'était pas venu pour rester en France. Et il aimait à évoquer le souvenir de républicains espagnols, de vieux républicains espagnols qui, après 1939, se sont réfugiés en France et qui finalement sont devenus français. Ont épousé des Françaises, ont eu des enfants francophones, etc. Ils ont oublié l'Espagne. Alors lui, il a refusé absolument ce destin de francisation politique définitive. C'est-à-dire la nationalité pour laquelle il combattait, c'est la nationalité algérienne, c'est l'indépendance de l'Algérie. Il faut bien dire que la simple indépendance de l'Algérie était un objectif énorme, un objectif difficile à atteindre, puisqu'il y avait 1 million de pieds noirs. 1 million de pieds noirs sur 9 millions à peu près, ou 10 millions de population totale, ce qui rendait la chose difficile par rapport à l'opinion française. Et puis il y a eu le pétrole du Sahara. Alors obtenir tout ça, obtenir le départ des pieds noirs finalement, c'est pas le FLN qui a obtenu le départ des pieds noirs, mais c'est l'OAS, et c'est la propre bêtise des pieds noirs, mais n'empêche que le départ des pieds noirs était inscrit dans la logique profonde de la guerre d'Algérie et du colonialisme. Leur départ était logique. Donc obtenir tout ça, une Algérie libre de pieds noirs, et avec son pétrole, c'était un objectif absolument énorme, et très difficile à atteindre. Et c'était à quelle période que vous avez donc rencontré André, Maurice? J'ai dû le rencontrer, je ne me souviens plus des circonstances précises, mais j'ai dû le rencontrer vers 58 ou 59, à partir du moment où j'ai décidé moi-même d'aider le FLN. Avant 58, j'avais des contacts avec le réseau de soutien, il y avait un noyau, un embryon de réseau de soutien à Marseille, il y avait un prêtre ouvrier, ou plusieurs, il y avait des militants catholiques, plutôt des choses comme ça, qui rendaient des services de façon un peu ponctuelle, et de façon quelquefois personnelle, un peu sentimentale aussi. Donc il y avait tout ça, et puis il y avait Lucien Jubelin, qui lui n'était pas catholique, qui était sartrien, c'était notre Janson à nous, notre Janson marseillais, c'était Lucien Jubelin, qui était d'ailleurs philosophe, et qui avait enseigné la philosophie, et qui aidait le FLN avant 58. Donc j'avais le contact avec Jubelin et avec ce noyau-là, et c'est eux qui m'ont mis en contact avec les premiers responsables algériens. Alors quand Maurice est arrivé dans la région, j'ai dû le voir aussitôt, mais je ne sais pas à quelle année, à plus forte raison quel mois, il a débarqué dans notre wilaya du Midi. Et je l'ai connu jusqu'en 61, puisqu'en 61, en juin 61, j'ai été arrêté par la DST et j'ai été maintenu en prison pendant toute l'année qui a suivi, de juin 61 à juin 62. Alors il se trouve que pendant que j'étais en prison, au Baumette, à Marseille, Maurice n'était plus dans la région, puisqu'il avait été nommé à Paris, où il occupait de hautes responsabilités dans la Fédération de France, mais sur le terrain. Et ses rapports avec Marseille s'étaient distendus. Mais j'avais des rapports indirects avec lui, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un de ses hébergeurs, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Jacques Mecker, qui était lui-même un ancien de la guerre d'Espagne. Il avait combattu dans les brigades internationales. C'était un vieux communiste, un peu comme ça, dissident, éternellement gauchiste. Il avait été dans les brigades internationales, il avait été dans la résistance armée pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça lui faisait un plaisir fou d'héberger un chef du FLN. Il était heureux comme un roi d'héberger Maurice. Il avait une espèce de villa avec un jardin en banlieue, et il avait conservé du plastique et des armes de la guerre mondiale qu'il a donné à Maurice. Et il lui apprenait au fond du jardin comment se servir du plastique. Il faisait péter des morceaux de plastique pour compléter l'éducation militaire de Maurice.
Ça veut dire que j'avais des rapports avec lui, mais assez indirects. J'étais en prison.